l'invité de la matinale sur La Première. On va parler ce matin de projet national de réforme de la justice avec Olivier Mazzoli, le bâtonnier du barreau de Nouméa. Première partie avec les questions de Charlotte Mestre. Olivier Mazzoli, bonjour. Bonjour Madame Mestre. Les avocats calédoniens relaient depuis la semaine dernière le mouvement national contre la réforme de la justice. En quoi ce texte n'est pas acceptable en l'état ? Alors, ce texte n'est pas acceptable en l'état et il n'est pas acceptable depuis un bon moment. Depuis le projet de réforme, depuis le mois de février, la profession d'avocat dans son ensemble au niveau national s'oppose et se lève contre ce projet. Ça a donné lieu à plusieurs journées justice morte avec des journées sans audience, des journées sans désignation d'office, des journées sans avocat dans les palais de justice pour réveiller un peu tout le monde. Le projet de loi tel qu'il était présenté au début attentait à la liberté des citoyens. Plusieurs mesures déséquilibrées pendant les enquêtes, dans des possibilités de sonoriser les gens, d'empiéter sur leur vie privée, faisait que les avocats contestaient cette mesure. Et puis, à ce moment-là, la chancellerie a accepté de nous recevoir. La chancellerie, c'est le ministère de la Justice, vous avez raison de le préciser pour nos auditeurs. Le ministère de la Justice a entamé des discussions et les avocats ont participé à des discussions qui ont amené à des modifications du projet de loi, à une grande journée de manifestation de l'ensemble des avocats en métropole au mois d'avril, et puis après à des amendements du projet, et le projet est passé devant le Sénat en commission des lois et devait être discuté à l'Assemblée nationale sous une forme concertée, avec des dispositions sur lesquelles on n'était pas encore d'accord, mais des dispositions sur lesquelles nous avions obtenu des avancées grâce à notre combat. Et puis finalement, finalement, marche arrière du gouvernement, avec des propositions d'amendements qui sont revenues par des députés de la même majorité que le gouvernement en place, et qui revenaient sur des accords qui avaient été négociés par les avocats au bénéfice des concitoyens. Donc là, les avocats ont dit non, c'est pas possible, on ne peut pas accepter ça, on ne peut pas accepter de négocier d'un côté, d'obtenir des avancées, d'accorder des transactions, et puis finalement après de faire revenir en douce des points sur lesquels on semblait avoir obtenu des accords avec le ministre. Et justement, ces points qui ne vont pas, quels sont-ils ? Alors, il y en a beaucoup. Ça va être un peu long. Je vais juste vous parler des plus importants, de ceux qui risquent d'impacter la vie des Calédoniens, parce que ce projet de réforme est un projet d'envergure qui part un peu tous azimuts, et certaines dispositions ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie. Mais les avocats métropolitains sont mobilisés et les avocats de Calédonie sont solidaires de leurs confrères métropolitains, donc on est mobilisés également. Mais il y a des points qui vont impacter la Calédonie. Ce sont des dispositions de droit pénal, on va dire principalement des possibilités étendues lors d'une enquête de porter atteinte à la vie privée des citoyens, des modalités renforcées de perquisition, des modalités renforcées d'atteinte au secret des correspondances, au secret de la vie privée, des communications téléphoniques, ce qui peut être justifié par des motifs d'intérêt général ou de sécurité, mais qui, à notre avis, nécessite alors, pour respecter un certain équilibre, de permettre aux gens, aux citoyens, d'être défendus, d'être assistés, d'avoir des certaines armes de même nature, des armes égales entre ceux qui enquêtent et ceux qui défendent. Et ce ne serait pas le cas ? Ce ne serait pas le cas. On crée un gros déséquilibre entre les enquêteurs et les défenseurs au détriment des citoyens avec ce projet de loi tel qu'il est présenté actuellement. Donc selon vous, ce projet de loi mettrait en danger les droits de la défense ? Les droits de la défense, les droits individuels et plus généralement les libertés fondamentales. Mais ce projet de réforme avec ces droits d'enquête étendus, ça vise surtout, je pense, les enquêtes pour le terrorisme. Ça ne concernerait pas forcément toutes les enquêtes. Non, vous avez tout à fait raison. Certaines dispositions sont expressément prévues pour les investigations dans le milieu du grand banditisme ou du terrorisme, mais le code pénal ne distingue pas forcément entre un grand délinquant et quelqu'un qui serait impliqué de près ou de loin dans une affaire plus bénigne, et qui donne des armes aux enquêteurs qui peuvent utiliser dans n'importe quel type de dossier. Et c'est bien ça la dérive à laquelle nous ne voulons pas arriver. C'est-à-dire qu'on ne veut pas que l'on puisse se servir de ce prétexte ou de cet argument bon qui, pour nous, en tant que citoyens, est audible. On peut avoir besoin, face à des menaces grandissantes pour la sécurité de nos citoyens, de renforcer les pouvoirs des policiers. Mais à ce moment-là, pourquoi ne donne pas
donne-t-on pas les moyens aux avocats d'avoir accès au dossier et de savoir ce qu'on reproche à leurs clients sans que le procureur de la République ou d'autres instances judiciaires ne tiennent qu'à elles seules ce pouvoir-là. Ça veut dire qu'on veut nous cacher quelque chose. Vous parlez justement de la nécessité de travailler à armes égales. Ça sous-entend quand même un peu que vous défendez votre fonds de commerce, parce qu'à armes égales, ça veut dire que les accusés ont recours au service d'un avocat. Alors, bien évidemment, les avocats défendent dans ce dossier les intérêts de la profession d'avocat, mais pas seulement, parce que beaucoup de dispositions de la loi sont des dispositions qui vont dans l'intérêt des avocats. Je veux dire, par exemple, jusqu'alors, il n'était pas obligatoire d'avoir recours à un avocat dans tous les procès, notamment en matière civile de querelles entre voisins ou entre particuliers. Et le projet de loi va étendre le caractère obligatoire du recours à l'avocat pour tous les litiges de moins de 10 000 euros. Donc si on ne tenait qu'à défendre que notre profession, on ne dirait rien, on laisserait passer en disant bah non, c'est très bien pour nous. À partir du moment où vous aurez un litige de moins de plus de 10 000 euros, vous aurez obligatoirement affaire à un avocat. Mais ce n'est pas ça notre discussion aujourd'hui. Notre discussion, c'est de dire les avocats sont ceux qui protègent les libertés des gens, sont ceux qui sont aux côtés des citoyens quand ils sont poursuivis par la justice. Et dans ce cadre-là, même si le projet de loi a des dispositions qui sont favorables à notre profession, le projet de loi est attentatoire aux libertés des citoyens. Et c'est notre message de dire attention, on est en train de faire passer des dispositions et quand les gens vont se réveiller, ce sera trop tard. On pourra appeler son avocat pour lui dire mais comment ça se fait, je suis chef d'entreprise et là j'ai des gendarmes qui sont à 6 heures du matin dans mon bureau en train de tout fouiller, maître, est-ce que vous pouvez venir m'aider? On lui dira non monsieur, je suis désolé, je peux rien faire, c'est la loi. Autre sujet qui est source d'inquiétude pour vous, ce serait la réforme de la justice pénale du côté de la cour d'assises. Tout à fait, effectivement Charlotte. Ça c'est un sujet qui préoccupe directement les citoyens avec lequel nous sommes en discussion directe avec les élus, notamment nos 2 députés calédoniens. Alors, ça, c'est aussi une mauvaise réponse du gouvernement à un vrai problème. C'est-à-dire que les infractions les plus graves, ce qu'on appelle les crimes, donc les homicides, les viols, donc une session d'assises débute aujourd'hui, sont jugés par la cour d'assises. La cour d'assises, c'est une juridiction qui est composée de magistrats professionnels, mais aussi de jurés, qui sont des citoyens tirés au sort sur des listes électorales. C'est donc la justice rendue par le peuple. Et donc, ici en Nouvelle-Calédonie, les sessions d'assises sont des procès dans lesquels on prend le temps de juger, c'est-à-dire d'écouter, écouter la parole des victimes. Et ça, c'est très important, puisque dans un viol, le fait qu'une personne qui est victime d'une agression de cette nature puisse être entendue, être écoutée, ça lui permet déjà de parler. Ça permet aussi à toutes les personnes qui sont là dans la salle ou qui sont des citoyens qui deviennent jurés d'entendre ce que c'est qu'une personne qui a été victime d'un viol. Et ça permet aussi de juger les gens avec des rapports de psychologues, de psychiatres, de médecins extrêmement détaillés qui permettent à l'ensemble des citoyens calédoniens qui sont tirés au sort, qui sont jurés, ou même ceux qui viennent écouter, d'avoir une information sur ce que c'est qu'un auteur de viol, sur ce que ça donne comme conséquence pour une victime. Et si on nous retire ça, on aura une coupure très nette entre la justice et les citoyens. Mais dans les procès correctionnels, c'est-à-dire pour les délits qui sont moins graves que les crimes, il y a aussi du monde dans les audiences. Les audiences sont publiques, sauf huis clos décidés pour cause de minorité. Il y a aussi des expertises psy pour permettre d'appréhender la situation. Donc l'information du citoyen pendant l'audience correctionnelle, elle existe aussi. Pourquoi plus dans les assises qu'en correctionnel? Alors là, je vous invite vraiment à venir au palais de justice, ne serait-ce qu'à partir d'aujourd'hui ou de demain, écouter une session d'assises et voir comment ça se passe aux assises par rapport au correctionnel. Ce sont 2 mondes complètement différents. Les assises, c'est déjà beaucoup plus solennel et c'est une justice qui est rendue de façon beaucoup plus sereine, avec beaucoup plus de moyens, beaucoup plus de temps et qui permet vraiment d'écouter les gens, d'entendre et de s'imprégner du dossier. Parce que le dossier aux assises, les débats sont complètement basés sur l'oralité. C'est-à-dire que les jurés n'ont pas accès au dossier écrit. Un dossier d'assises, un dossier criminel, c'est plusieurs tomes, plusieurs milliers de pages. Seul le président professionnel, juge professionnel, a le dossier papier. Les autres jurés n'ont pas accès au dossier papier, ne prennent pas connaissance avant l'audience. Tout se passe à l'oral. Et donc le fait d'avoir des débats pendant 1 journée, 2 journées ou 3 journées de façon orale, ce qui n'est pas le cas en correctionnel. En correctionnel, un dossier de même type va être traité à peut-être 1 heure, 2 heures maximum. Eh bien, le fait de prendre le temps d'exposer, d'écouter, de contredire,
et d'amener la discussion sur des points particuliers du dossier est très important parce que même en correctionnel, et ça c'est quelque chose de particulier à la Calédonie, il y a des citoyens qui sont des assesseurs en correctionnel qui siègent à côté des juges, mais il n'y en a que 2 et c'est toujours les mêmes. Alors que les jurés d'assises, c'est jamais les mêmes. Ce sont des gens qui sont tirés au sort et s'ils ont déjà été tirés au sort à une précédente session, ils ne figurent plus sur la liste pendant un bon moment pour que ce soit un maximum de citoyens qui viennent rendre la justice. Les défendeurs de cette réforme au niveau des assises pourraient arguer que ça va vers une professionnalisation de la justice et que donc ça garantit une plus grande sécurité, une plus grande fiabilité de la justice qui est donnée contre les crimes. Oui, c'est un de leurs arguments, mais à mon avis, c'est pas vraiment le bon, parce que si justement, depuis la mise en place de notre système judiciaire actuel, on a gardé cette justice citoyenne, cette justice rendue par des jurés populaires, c'est précisément parce que ce type de dossier est tellement grave qu'on veut un éclairage de gens qui ne soient pas des professionnels, qui soient du monde de la rue, du monde du vivant, du monde économique, du monde associatif, et pas uniquement des magistrats professionnels. Olivier Mazzoli, bâtonnier du barreau de Nouméa, le chef des avocats, si on peut dire ça comme ça. On vous retrouve dans la deuxième partie de l'émission. Merci. Olivier Mazzoli, on en parlait juste avant la pause. Cette expérimentation sur un tribunal criminel, c'est une expérimentation. Vous voudriez que cette expérimentation ne passe pas par la Nouvelle-Calédonie. Pourquoi ? Alors, effectivement, nous souhaiterions que cette expérimentation ne se fasse pas ici pour 2 raisons principales. La première, c'est celle dont nous discutions tout à l'heure, à savoir qu'en Nouvelle-Calédonie, le procès pénal devant la cour d'assises revêt une résonance particulière parce que c'est vraiment l'endroit où la parole se libère, où les gens peuvent être entendus et les gens peuvent aussi entendre des informations importantes sur ce qui se passe, sur ce que c'est qu'un homicide, ce que c'est qu'un viol. Donc, on a déjà un premier point, c'est que pour nous, c'est particulièrement important. Et la deuxième chose, c'est que la raison pour laquelle on veut faire ce tribunal criminel en métropole, c'est parce que les procès d'assises en métropole se déroulent parfois 3 ou 4 ans après les faits. Et il est évident que si on juge quelqu'un ou si on donne la parole à une victime 4 ans après ou facilement qu'elle ait été victime d'une infraction grave, ça n'a pas le même sens que lorsque la réponse est apportée 6 mois ou 1 an après. En Nouvelle-Calédonie, il n'y a pas de stock. Les affaires de cour d'assises sont jugées dans des délais très raisonnables. Et donc, on n'a aucune bonne raison de devenir les cobayes de ce tribunal criminel en Calédonie. Et donc, pour éviter justement que la Calédonie participe à cette expérimentation, vous en appelez aux députés calédoniens. Est-ce que ces députés vous entendent ? Ces députés, déjà, nous écoutent. Ils nous ont reçus à plusieurs reprises et ils nous ont transmis des informations sur la teneur des projets de texte. C'est grâce à eux que nous sommes informés des avancées que nous obtenons et de celles que nous n'obtenons pas. Donc déjà, on a un relais avec nos députés calédoniens qui sont à l'écoute des revendications des avocats qui sont portées et qui donc se feront aussi pour nous le porte-parole de notre inquiétude, voire de notre colère au sujet de ce texte. Et est-ce qu'ils vous ont garanti que la Calédonie serait exemptée de cette nouveauté ? Ils ne sont pas allés jusque-là. Par contre, ils nous ont garanti qu'ils seraient très, très vigilants lors des débats et qu'ils seraient certainement amenés à poser des questions au gouvernement concernant l'applicabilité de certaines dispositions en Calédonie. On parle notamment du tribunal criminel, mais il y a également d'autres dispositions qui nous inquiètent, comme les ordonnances d'injonction de payer ou des modifications de procédures civiles qui sont à la croisée entre l'organisation judiciaire qui relève de l'État et la compétence de la Calédonie pour la procédure civile. Et donc, on peut se poser des questions, savoir si ce sera applicable ou pas. Et les députés vont poser la question. Et si jamais c'était applicable ou si jamais il y avait une exception en ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie, est-ce qu'il n'y a pas quand même un risque de rupture d'un principe fondamental qui est le principe de l'égalité des personnes devant la loi ? Oui, mais enfin, en Calédonie, on est déjà les champions en la question. On a des dérogations complètes dans plein de domaines de la loi. On a même modifié la Constitution pour tenir compte des particularités locales. Donc, on ne se serait pas à sera prêt. Parmi les projets de réforme également, la semaine dernière, Nicole Belloubet a rajouté au dernier moment dans la loi, justement, qui prévoit cette réforme, que le gouvernement puisse réformer tout seul l'ordonnance sur la délinquance des mineurs en
En quoi consiste cette ordonnance ? Alors, c'est une vieille ordonnance de 1945 qui date donc de l'immédiate après-guerre et qui organise en fait tout le traitement pénal des mineurs qui sont rendus coupables d'infractions et donc qui part du principe qu'à l'époque, on ne voulait pas parler de mineurs délinquants, on parlait d'enfants sans danger. Et donc, c'est tout l'état d'esprit du code pénal des mineurs qui est contenu dans cette ordonnance de 1945. Et là, maintenant, qui risque d'être modifié de la même façon que le reste de la réforme de la justice. Donc effectivement, on essaye de s'emparer de ce système, de ce projet de réforme pour y faire passer une réforme aussi beaucoup plus grave qui est celle de la carte judiciaire. On va supprimer des tribunaux, on va réorganiser la justice en métropole. La Calédonie n'est pas directement concernée, mais en France, on va se retrouver avec des endroits où il n'y aura plus de tribunaux. Mais la délinquance des mineurs se développe, on le sait, en Nouvelle-Calédonie. Il y a une part grandissante de mineurs impliqués dans les faits délictuels. Est-ce qu'il n'y a pas un besoin de réforme ? Bien sûr, il y a un besoin de réforme, et pas que dans le domaine des mineurs. Nous en sommes bien conscients, et les réformes doivent être prises, notamment en ce qui concerne le règlement de la justice des mineurs, puisque maintenant on peut parler de mineurs délinquants, il n'y a pas de mystère. Par contre, on ne peut pas s'emparer d'un projet de réforme et y mettre des dispositions dans tous les domaines sans un minimum de concertation avec les magistrats qui s'occupent des mineurs, les avocats qui défendent les mineurs, les associations qui s'occupent des mineurs. Le gouvernement a certes de très bonnes idées et poursuit des buts louables, mais il doit un minimum, avant de réformer des choses aussi importantes pour la vie de tous les jours, s'entourer de consultants et discuter et savoir comment ça se passe dans la vraie vie. Selon vous, cette réforme sur le code pénal des mineurs devrait être plus concertée, devrait prendre plus de temps plutôt que de passer comme ça voilà. dans cette réforme ? C'est exactement ce que nous disons depuis le début. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous avons entamé les discussions depuis le mois de février sur les autres points de la réforme et que nous avions obtenu des avancées qu'au mois de septembre, qui ont donné lieu à un passage du texte début novembre à l'Assemblée nationale. Et c'est trop important, la justice, ça ne se réforme pas comme ça sur un coin de table entre deux discussions entre fonctionnaires du ministère de la Justice. Alors on l'a évoqué tout à l'heure avec les délais de la cour d'assises, mais il est établi que la justice est lente et coûteuse, que ça doit être réformé. Selon vous, si jamais les solutions proposées par le ministère de la Justice ne sont pas les bonnes, lesquelles pourraient être appliquées pour que cette justice soit réformée et devienne plus rapide et moins coûteuse ? Alors, effectivement, on part du constat que pour beaucoup de gens, la justice est trop lente et trop coûteuse. Simplement, je veux dire que par rapport à la part du budget de la justice dans le budget de l'État, on est parmi les plus mauvais élèves de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'on a un budget de justice dans le budget de l'État qui est inférieur à celui du budget de la Grèce. Donc, je veux dire, on n'est pas parmi les personnes qui donnent beaucoup d'argent à la justice. Donc, la justice, si elle avait des moyens, elle pourrait fonctionner mieux. Et même si sans augmenter ses moyens, il y aurait des procédures et des façons d'améliorer les choses. Simplement, le but qui est poursuivi est louable, mais ce n'est pas les bons moyens qui sont mis en place. Mais justement, quels seraient les bons moyens ? C'est certainement pas, en tout cas, en remplaçant les juges par des sociétés de droit privé ou des fonctionnaires ou des directeurs de caisses d'allocation familiale qu'on va rendre la justice mieux et plus rapidement. Il suffirait de réorganiser les procédures, d'unifier peut-être certains textes qui sont codifiés, qui sont un peu éparpillés dans tous les sens, pour pouvoir, comme on l'a proposé depuis un moment à Madame la Garde des Sceaux, réorganiser la justice de façon à ce que ce soit jugé plus rapidement et surtout que les dossiers soient instruits plus rapidement, parce que le temps de jugement n'est pas forcément le temps le plus long, c'est surtout l'instruction des dossiers, la préparation, la mise en état qui est longue. Et donc c'est une question de moyens. On l'a vu en Nouvelle-Calédonie, pour revenir aux assises, le fait qu'il y ait eu plus de greffiers, plus de juges a permis justement la baisse de ces délais. C'est quelque chose qui devrait être généralisé selon vous ? Quelque chose qui devrait être généralisé et sur lequel les efforts doivent être faits pour que la justice soit rendue dans des délais raisonnables pour un coût raisonnable pour les gens. Une dernière question, quelles sont les prochaines étapes de cette mobilisation si vous n'êtes pas entendu ? Alors, les prochaines étapes, ce sera une réunion de tous les organes de représentation et de défense de la profession d'avocat, donc la conférence des bâtonniers, le Conseil national des barreaux et aussi le barreau de Paris, de façon à déterminer des modalités d'une action encore d'envergure nationale. Certains barreaux métropolitains et en Outre-mer sont en grève, c'est-à-dire que certains bâtonniers ont décidé à titre de protestation
de ne plus désigner d'avocat d'office, de ne plus tenir les audiences, de bloquer les juridictions. On n'en est pas là encore à Nouméa, mais il est question en France de faire encore un mouvement d'envergure nationale. J'ai juste une dernière question par rapport... Vous êtes, vous, les avocats, en première ligne dans ce dossier. Quels sont les retours que vous avez des magistrats? Est-ce qu'ils vous soutiennent dans cette réforme? Oui, tout à fait. On a eu plusieurs actions communes et conjointes, avocats, magistrats et greffiers, tout au long du combat que nous menons contre ces réformes depuis le mois de février, avec soit des rédactions de communiqués de presse communs, de motions communes et même des manifestations de protestation communes en robe sur les marches du palais avec les avocats, les greffiers et les magistrats. Donc on est soutenu, on est épaulé. Certains syndicats de magistrats trouvent cette réforme inacceptable. Olivier Mazzoli, bâtonnier du barreau de Nouméa, président du Conseil de l'Ordre des avocats de Nouvelle-Calédonie. Merci d'avoir été notre invité ce matin. Merci à vous, bonne journée et bon courage à tous ceux qui passent le bac ou dont les enfants passent le bac aujourd'hui. Merci beaucoup. On se joint à ces encouragements. Merci monsieur.